Alors, Monsieur Gamal Abina, comment expliquer ces différentes tournées américaines annoncées pour l'Afrique? Les États-Unis actuellement sont en train de se redéployer en Afrique. C'est pas la première fois. Il y avait une tentative avec Obama de se redéployer en Afrique parce qu'ils ont bien compris que les enjeux aujourd'hui sont avant toute chose miniers, gaziers, pétroliers, énergétiques et d'influence géostratégique. L'Afrique étant évidemment le continent le plus riche de la Terre, il n'est pas difficile d'imaginer que avec l'appauvrissement des richesses d'Europe en particulier et la dépendance des richesses chinoises vis-à-vis de l'Afrique, ils ont besoin des hydrocarbures, de matières premières, l'Afrique devient un centre d'intérêt essentiel. Les États-Unis sont un pays très riche, il ne faut jamais perdre ça de vue. Il ne faut pas dire que les États-Unis vont en Afrique parce qu'ils sont en difficulté économique, c'est faux. Les États-Unis ont autant de richesses, sinon plus que les Russes. Ils produisent plus de blé que les Russes, plus de blé que pratiquement tout le monde d'ailleurs. Mais les États-Unis sont les stratèges. Ils cherchent à garantir, à sécuriser leurs approvisionnements et surtout à garantir le contrôle des prix. Quand on s'intéresse à l'Afrique, on s'intéresse au contrôle des prix. Il ne faut pas oublier que les matières premières sont cotées à Chicago. Je parle donc des matières alimentaires et que c'est donc les Américains qui font la pluie et le beau temps. La City ayant perdu sa superbe est moins importante, c'est une place financière qui a perdu. Les États-Unis avec Wall Street et évidemment Chicago deviennent la place financière la plus importante. Ensuite, je pense, alors bon là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que l'histoire du lâchage des pays arabes par les Russes, c'est pas d'hier. Hein. Les Russes ne s'intéressent qu'à leurs intérêts, c'est logique. Il faut utiliser les Russes pour ce qu'ils sont. Tout à l'heure, M. Diawara a dit que nous allions avec les Russes, et ils ont raison de le faire, parce qu'ils sont membres permanents du Conseil de sécurité et qu'ils ont un droit de veto. Ça, par contre, c'est un argument bidon. Le droit de veto n'est pas un argument. Le droit de veto, la France l'avait en 2003 contre les États-Unis quand ils ont été détruits la Libye. Ça n'a rien changé. La seule chose qui soit un argument solide, c'est que c'est une puissance nucléaire. Une puissance nucléaire très moderne, très équipée, et qui contrebalance la puissance nucléaire américaine, française, anglaise, et d'autres encore qui ont commencé à faire jour chinoise. Et donc, c'est vrai que s'associer avec un pays qui est une puissance nucléaire, c'est une garantie de sécurité. S'associer avec un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est autant d'importance que d'acheter une crêpe et de la manger à minuit. Ça ne fait aucune différence. Donc, simplement, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis sont évidemment en concurrence directe avec les Russes et les Chinois, parce que les Chinois sont en train de les provoquer aujourd'hui. On voit la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, qui est une provocation comme jamais on en a vu depuis au moins 20 ans. Et donc, les Chinois et les Russes se radicalisent en position, garantissent leur alliance qui n'a jamais existé au préalable. À l'époque, la Chine et la Russie n'étaient pas d'accord entre elles. Et aujourd'hui, ils sont en train de se dire à tout prendre, autant travailler de concert. D'un côté, la puissance militaire chinoise qui commence à émerger, mais russe qui est déjà affirmée. Et de l'autre côté, la puissance économique russe, chinoise, excusez-moi, qui est très puissante et qui propose des investissements. On l'a vu ce qui s'est passé par exemple avec l'histoire de l'Éthiopie. L'Éthiopie est la principale source d'investissement chinois, avec 5 zones économiques spéciales. Ils ont failli détruire l'Éthiopie avec cette guerre organisée par les États-Unis. Eh bien, ça n'a pas marché. Ensuite, juste pour répondre à ce qui a été dit par notre ami Linda Alaoui, on n'a pas la même vision des choses. Kadhafi, avec son coup d'État le 1er septembre 69, arrive au pouvoir sur le modèle de Nasser, qui lui-même arrive au pouvoir dans un coup d'État fait par le général Laguib en 52, puis ensuite Nasser prend le pouvoir en 54. Ces gens-là sont des gens qui sont indépendants, qui ne se positionnent pas par rapport à l'Amérique, qui effectivement, alors je ne parle pas de Kadhafi a viré immédiatement les forces américaines et anglaises qui occupaient le territoire. Mais ces gens-là se positionnent dans une idée globalisante du tiers-mondisme. C'est une chose, d'ailleurs, Nasser a porté le tiers-mondisme, puis Kadhafi par la suite, et Saddam Hussein. Et surtout, c'est les gens qui ont une lecture du monde arabe unitaire. Donc c'est une lecture qui est vraiment problématique pour les Américains. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, et là on peut parler de leurs alliés, les Américains s'appuient essentiellement sur la dictature monarchique. On voit bien le Maroc, l'Arabie, tous ces pays qui sont des sous-fifres de l'Amérique sont les dictatures sur lesquelles s'appuient les Américains. Ils ont plus de difficultés avec les pays qui sont républicains dans le monde arabe, on voit bien avec l'Algérie, avec l'Égypte en son temps, plus aujourd'hui malheureusement, avec la Syrie, avec l'Irak, bref. Ça, en gros, l'appui américain se fait sur les dictatures laissées par l'Angleterre, monarchiques. Et donc ces dictatures, à chaque fois qu'elles tombent, comme en Iran par exemple, eh bien le pouvoir qui intervient devient un pouvoir indépendant. On voit bien que l'Iran, aujourd'hui, qui n'est pas une dictature monarchique, est devenu indépendant. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire simplement que le découpage du monde se fait par intérêt, évidemment, ça vous l'avez bien compris, et non pas par amitié, et que ce qui rapproche ces intérêts, c'est les intérêts convergents ou divergents. Actuellement, les États-Unis essaient de prendre les parts des Français en espérant que les Russes n'interviennent pas, que les Russes soient chassés. Et c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. L'Afrique est un continent déterminant en termes de matière de richesse, mais pas seulement, en termes aussi géopolitiques, géostratégiques. C'est le centre du monde, hein, littéralement. Et cette Afrique doit savoir choisir ses partenaires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les Russes qui se déploient et qui proposent une aide qui semble être honnête, qui semble, je le dis bien,
mais ça ne garantit pas sur la durée que les Russes continuent à apporter leur soutien. J'ai rappelé 4 pays qui ont été lâchés par les Russes, même 5. Prenons la Somalie a été abandonnée littéralement par les Russes. Quand le Négus rouge tombe, une fois qu'il tombe, il n'y a plus rien, il n'y a plus de soutien des Russes. Donc il ne faut jamais perdre de vue cette réalité. Les Russes travaillent pour leurs intérêts, c'est logique, c'est pas non plus des bonnes sœurs ou des pères blancs, on dirait, entre guillemets. Et les Russes travaillent aussi et surtout pour garantir qu'ils ne seront pas envahis à leur tour, parce qu'ils voient bien que l'offensive de l'OTAN était considérable et concernant. Ensuite, les Chinois, c'est pareil, ils travaillent pour leurs intérêts. Ils font des investissements en Afrique, mais on a vu l'exemple qui était quand même assez calamiteux d'un port sur l'Afrique de l'Ouest qui ne pouvait plus payer, je crois, c'est Djibouti, pour me souvenir. Il me semble que Djibouti ne pouvait plus payer les remboursements des fabrications du port fait par les Chinois. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois ont pris le contrôle du port. Donc là, ça devient dangereux. C'est-à-dire que la Chine est capable de s'emparer d'un port et de faire du néocolonialisme. Évidemment, ce n'est pas une puissance coloniale, mais ça, c'est quand même très dangereux. Quand on tient les ports d'un pays, on tient le pays. Donc, ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est que l'Afrique doit se penser unie. Il faut vraiment envisager, effectivement, de se débarrasser du franc CFA, qui était une laisse tenue par la France. Il faut être capable de penser à un rapport sain avec ces nouveaux partenaires qui vont arriver, les Russes, les Chinois, les Iraniens et d'autres, les Indiens qui vont changer de position puisqu'ils commencent à quitter la couronne d'Angleterre, semble-t-il, ils s'en écartent. Tout cela pour dire que les 3 empires qui ont tenu le monde, c'était l'empire anglo-américain, mais particulièrement le Commonwealth d'un côté, l'empire anglais, l'empire américain avec évidemment ses influences considérables dans le monde, et puis l'empire français qui était un empire colonial. Ces 3 empires sont en train de se battre entre eux pour garantir d'être présents en Afrique et ils se savent en perte de vitesse. Donc pour convaincre sur le passif, c'est compliqué. Pour le convaincre sur le présent, c'est par la peur, en disant qu'il faut avoir peur des Russes. Mais pour convaincre sur l'avenir, c'est le seul moyen, c'est les investissements massifs. Et ces empires coloniaux n'ont pas les moyens d'investir maintenant en Afrique pour séduire. La Russie et la Chine en ont les moyens. Bank of China est très riche et très puissante. Et je pense qu'elle apportera cet argument supplémentaire pour les Africains, quitter définitivement le monde occidental au profit d'un monde beaucoup plus indépendant, qui est le nouveau bloc de l'Est reconstitué, que j'appellerais simplement le bloc de l'Est libre, qui a décidé de rendre les Africains un peu plus libres, on l'espère, et certainement pas sous tutelle de cette nouvelle puissance. Afrique Média. Le monde, c'est nous.